Bon, on va commencer, Oui, si tu veux bien. Merci, merci à tous ceux qui se sont connectés d'être là. Merci à Michel d'avoir bien voulu animer cette formation sur la simulation en temps réel. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, nous sommes Axiel. Donc Axiel, c'est l'organisation professionnelle qui regroupe les fabricants de composants et systèmes pour l'industrie électronique. 246, 120 membres à peu près, 246 sites en France pour 8,5 milliards de chiffre d'affaires. Voilà, on représente aussi bien les toutes petites entreprises que les gros groupes, un peu répartis un petit peu partout en France. Ça, c'était la toute petite présentation d'Axiel. Michel, je te laisse la parole. bien. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Michel Guenat, j'ai rejoint le groupe Typhoonil en novembre 2021, après avoir travaillé 10 ans dans l'électronique de puissance et auparavant 20 ans dans les systèmes de test. Donc j'ai toujours travaillé dans l'industrie ou pour l'industrie électronique. Et j'ai rejoint Typhoonil donc en novembre 2021 pour développer l'activité de Typhoonil en France. Je vais partager mon écran et puis je vous présenterai au fur et à mesure différentes choses. Voilà, est-ce que ça fonctionne? Du Oui, oui, virtuel au réel? Ça a l'air, tout à ça va, fait. tout à fait. Très, très bien. Très bien. Euh, donc, Typhoon, je ne vais pas vous lire ce qu'il y a sur un slide, ça ne se fait pas. Typhoon, ça a été créé en 2008-2009 par trois Serbes. Et d'ailleurs, nos bureaux d'études sont en Serbie, à Novi Sad, à 80 km au nord de Belgrade. C'est la ville qui s'appelle aussi la Silicon Valley des Balkans. 500 000 habitants, des universités de sciences et techniques qui sont à un très haut niveau. Et nous avons là-bas nos centres de R&D avec 95 personnes environ, hardware, software, logiciel embarqué, etc. Typhoonil est né d'un besoin. Un des fondateurs, Nicolas Selanovic, était chef de produit chez ABB, variateur de vitesse moyenne tension, donc c'est-à-dire à partir de 700 volts, chez ABB en Suisse. Et puis, quand il mettait au point ses convertisseurs, régulièrement, ça cassait. Parce que c'est assez délicat à mettre au point et pouf, 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 ça cassait. Il a dit à ses dirigeants, mais il nous faut de la simulation temps réel pour valider avant de casser. Et comme la direction lui a dit, bah, c'est pas notre métier, avec son frère Ivan qui était et qui est toujours maître assistant au MIT à Boston, et un autre ami, Dusan Masterovich, qui était professeur de logiciel embarqué, ils ont créé Typhoonil pour faire justement de la simulation temps réel et permettre de valider des produits en électronique de puissance. Depuis, cette activité s'est étendue à tout ce qui est système électrique, système électronique, réseau, etc. Et là, je vais vous présenter aujourd'hui un certain nombre de pourquoi la simulation temps réel, comment elle s'inscrit dans un processus de développement, quelques définitions, et puis quelques exemples assez diversifiés, puisqu'on ira du cœur humain au système électrique d'un navire. Voilà, donc on va commencer par un petit peu de vocabulaire, parce que à chaque fois, on mélange émulation, simulation. J'ai repris le dictionnaire de l'Académie française. L'émulation en français, c'est le sentiment qui pousse quelqu'un à vouloir égaler ou surpasser quelqu'un d'autre, généralement par des actions louables. L'émulation entretient le goût de l'effort, etc. L'émulation est un bon stimulant pour les élèves. Ça n'a rien à voir avec l'autre chose qui s'appelle la simulation, qui est de faire paraître comme réel quelque chose qui ne l'est pas. Et adapté à l'électronique ou d'autres choses, c'est la reproduction d'une situation, d'un événement, d'un phénomène qui vise à en étudier le déroulement, les effets pour mieux les connaître, les prévoir ou s'y préparer. Et donc, c'est comme ça que ça peut être étendu à un programme informatique pour analyser un certain nombre de choses. Et des exemples de simulation, ben, on parle de simulation de conduite, simulateur de vol, simulateur d'impôt, ça existe aussi sur le site, simulateur de taxes, simulateur d'incendie. On voit régulièrement des gens qui font de la simulation sur plein de choses. Pourquoi? Pour tout simplement anticiper et se préparer. C'est la base. Et ça coûte moins cher de déclencher des défauts en simulation qu'en réel. Et le temps réel, le temps non réel. Ben, si par exemple je simule la conduite d'un véhicule ou d'une machine, si la réponse est en temps réel, j'ai évité le camion, j'ai évité l'accident. Sauf qu'en temps réel, dans la vraie vie,
je serais peut-être déjà mort parce que le système a réagi très vite. Je me suis pris l'arbre sur la tête alors que mon PC a mis 3 jours pour le faire. Et on peut voir que dans les jeux vidéo, ça simule beaucoup de choses, mais c'est pas grave, on est mort, on ressuscite et on reprend le jeu. Dans la vraie vie, ça n'existe pas tout à fait comme ça. Et donc, la simulation, pourquoi on l'utilise? Donc, je vais partir sur l'exemple d'une source d'énergie renouvelable, que ce soit de l'éolien ou du photovoltaïque. Il y a une partie électrique, une partie physique, on va dire, avec des composants, des filtres, des réseaux, etc. Et une partie numérique qui est ce qu'on appelle la carte de contrôle, avec un composant programmable, FPGA, processeur, du logiciel, des convertisseurs, etc. La part physique, c'est assez stable, c'est prévisible, c'est fiable, c'est bien connu. La partie numérique, bah, c'est évolutif, c'est versionné, c'est un peu imprévisible. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire en simulation? Eh bien, on va garder le contrôleur ou l'électronique réelle et on va utiliser un simulateur pour simuler toute la part physique. Par exemple, c'est la base de la simulation sur un réseau électrique. Et si on revient à faire un peu de vocabulaire, euh, tous les ingénieurs ou tous les chefs de produits autres connaissent ce fameux cycle en V d'une conception. Alors, c'est un document que j'ai récupéré, que m'ont donné les collègues. Ça part en haut à gauche du concept du produit, ça va l'analyser, concept des opérations, du système, le design à haut niveau, à bas niveau, et quand on arrive en bas, on commence à réaliser, à créer le matériel et le logiciel. Et puis quand on va remonter la boucle du V, on va tester déjà les petites fonctions ou les petites cartes, puis on va tester des cartes assemblées entre elles, puis on va tester tout le système, puis on va valider tout le système, et derrière, on va pouvoir le livrer. C'est ce qu'on appelle, on part des spécifications générales, on descend aux spécifications détaillées, on fabrique, et en remontant le cycle en V, on ne valide que les éléments qu'on vient d'assembler entre eux. Chaque élément de base ayant été testé et validé, on va valider l'intégration des différents éléments. C'est le principe du cycle en V qui est utilisé dans beaucoup de conceptions. Et si je reprends ce cycle en V, on va voir qu'en réalité, ça va plutôt être un cycle en W. Donc, on va retrouver notre conception générale, une conception détaillée, où on va arriver en bas donc, en rouge, on va être sur quelque chose qui reste numérique, qui reste du calcul, qui reste du dessin, etc. Et quand on va arriver au bleu, on va passer au physique, les cartes, les composants, les sous-ensembles. Et puis, on se rend compte que quand on monte la validation des sous-systèmes, des systèmes, on se rend compte qu'on avait oublié quelque chose dans une définition. Et donc, à ce moment-là, on va redescendre à l'étape numéro 5, donc au niveau des composants, pour modifier, corriger, revalider et remonter la boucle pour arriver à valider le système, le mettre en œuvre et puis le maintenir, le documenter. Et donc, tout ce qui est numérique, on va dire, bah, souvent on le fait avec des ordinateurs, des calculs, des feuilles Excel, tout ce qu'on veut. Et puis, quand on va arriver à la physique, eh bien, la physique, il va falloir mettre les mains dans le cambouis. Et donc, pour ça, la simulation temps réel, on a ce qu'on appelle le HIL, Hardware in the Loop. Ça signifie tout simplement qu'on va faire une boucle, donc on va envoyer des stimuli et on va recevoir des informations en retour. Et donc, on va faire ce qu'on appelle une boucle fermée, une loop. Et donc, on a tous entendu parler de modèles de HIL. Le logiciel le plus connu, c'est MATLAB Simulink, qui, au départ, fait du model in the loop, c'est-à-dire on est purement sur le modèle du système. Il n'y a aucune tension, aucun courant, aucune carte utilisée. On en va entendre parler de software in the loop, où là, on va tester le logiciel qui va être intégré dans votre produit, mais le logiciel pur, le code, en quelque sorte. Et on va tester ce logiciel avec des outils logiciels, des outils informatiques. Et Typhoonil, on a introduit dans notre chaîne une partie très intéressante et très importante qui s'appelle le CHIL ou Controller Hardware in the Loop. C'est-à-dire que dans votre voiture, par exemple, vous avez un calculateur moteur. Ce calculateur moteur, il est composé de matériel et de logiciel, du hardware et du software, et c'est une entité, c'est un tout. Et donc, le contrôleur, quand on va faire du CHIL avec un calculateur de voiture, par exemple, on va simuler tout l'environnement du calculateur
Donc, on va récupérer tous les signaux qui sortent du calculateur. On va, à partir d'un modèle mathématique, recalculer d'autres signaux qu'on va renvoyer au calculateur. Et le calculateur, il va croire qu'il est dans une voiture en train de conduire, et puis vous allez lui envoyer des sollicitations, accélération, décélération, freinage, etc. Et comme ça, vous allez pouvoir tester le calculateur et vérifier son fonctionnement au cas limite, en cas d'urgence, etc. Et surtout faire ce qu'on appelle de l'injection de faute. Vous allez injecter des défaillances, je ne sais pas moi, rupture d'un capteur de vitesse, ou peu importe, ou d'un capteur de pression sur un pneu. Donc il y a une alarme qui arrive, et comment cette alarme est traitée. Sauf que vous n'avez pas un pneu qui a éclaté, vous êtes tranquillement assis à votre bureau ou devant une paillasse à faire ces simulations. Donc, ça permet, le contrôleur hardware in the loop, de tester assez en profondeur les fonctionnalités matérielles et logicielles de votre équipement en toute sécurité. Et puis derrière, vous allez faire ce qu'on a ajouté de l'intégration, c'est-à-dire dans une machine ou dans une chaîne d'usinage ou dans une chaîne d'assemblage. Il y a plusieurs calculateurs, il y a plusieurs machines qui parlent entre elles, etc. Eh bien, on va mettre les calculateurs de toutes ces machines ensemble. Ils vont dialoguer ensemble, ils vont échanger des informations, mais il n'y a pas les machines derrière, toujours. Ce qui va permettre de vérifier que sur les cas de fonctionnement normal, la machine va fonctionner, et sur des cas de mode dégradé, ce qu'on appelle du mode dégradé, donc il y a des choses qui ne marchent plus, la machine soit va se mettre en sécurité, soit va diminuer ses performances, etc. Mais tout ça, vous le faites hors puissance, hors, on va dire, machine réelle, parce que quand il y a des machines tournantes, des moteurs, des actionneurs, etc., c'est assez compliqué à générer des défaillances en toute sécurité. J'en parlais avec un client où je faisais une démonstration hier. Il m'a dit c'est vrai que eux, ils font des variateurs de vitesse pour des moteurs, et ils disent bah, des moteurs pour faire les essais dessus, on en a un, donc il ne faut pas qu'on le casse. Donc ça veut dire que la simulation nous permet de faire toutes sortes de défauts qu'on validera in fine sur le vrai moteur, mais on va déjà le préserver en faisant de la simulation. Et enfin, on va trouver le PHIL, Power Hardware in the Loop, où là, on va être avec le produit complet, la puissance, tension, courant, etc. Où là, bah, il faut travailler dans un labo avec des protections, avec des habilitations et avec une supervision indispensable, c'est-à-dire qu'en cas d'anomalie ou en cas de choses qui ne se passent pas bien, il faut pouvoir mettre en sécurité d'abord les opérateurs ou l'opérateur et ensuite essayer de préserver le matériel. Donc, quels sont les avantages et limites de la simulation? Ça va permettre de valider un concept, une idée, avant de commencer à le fabriquer. On a une idée d'une fonction logicielle, on va simuler le comportement dans lequel va s'intégrer cette fonction logicielle pour vérifier que notre intuition, notre idée, elle est bonne et elle va fonctionner. On va valider aussi des blocs fonctionnels isolés. Par exemple, bah, je vous parlais de la voiture, du calculateur de la voiture. Bah, on peut très bien prendre une partie du calculateur, on va simuler son environnement et vérifier que cette partie-là, effectivement, elle fonctionne. Donc, quand on va la mettre avec l'autre partie, qui elle aussi fonctionne, on va déjà avoir débugger 95% des problèmes qu'on pourrait rencontrer. Donc, ça permet aussi de gagner du temps sur la validation de systèmes. Ça permet de valider l'intégration de blocs fonctionnels différents et ça permet de valider un fonctionnement global de l'ensemble en dehors de son utilisation future, mais de vérifier globalement que le système est opérationnel. Et enfin, ça permet de tester des fonctionnements aux limites avec des combinaisons de facteurs qui sont très défavorables, mais réels. L'exemple, j'ai fait des projets pour l'aéronautique, pour Airbus, sur A320, A350, et quand on fait des essais électriques, on nous dit, alors, on a les essais en température, on a les essais variation de tension, mais on n'a jamais l'essai combiné, parce que c'est trop compliqué. C'est faisable, mais c'est compliqué. Et avec la simulation, on va pouvoir combiner ces effets de façon assez simple et voir des combinaisons d'effets qui vont, de fait, arriver dans la vie réelle. Un avion, il est à 10 000 mètres d'altitude, il fait moins 55 l'été, il arrive sur le tarmac, il fait plus 50. Il y a un choc thermique qui se passe dessus, il y a des variations, et ça, la simulation va pouvoir permettre aussi d'anticiper un certain nombre de choses.
Et puis surtout, donc je le disais à l'instant, c'est de pouvoir injecter des fautes, des défaillances et permettre de valider des choses qui seraient compliquées à, à refaire en mode réel, en toute sécurité. Mais il y a des limites. Euh, je vous parlais tout à l'heure d'un logiciel très connu qui s'appelle MATLAB Simulink, qu'on a chez Typhoon dans la Typhoon Sim, qui sont des modes virtuels, c'est-à-dire qui ne sont pas en temps réel. Donc l'échelle du temps n'est pas représentative. Donc vous avez des phénomènes, vous allez observer que vos phénomènes fonctionnent bien, etc. Mais dans la réalité, eh bien, les timings que vous allez utiliser vont induire des comportements peut-être légèrement différents. Et ça, il n'y a que le temps réel qui va permettre de le voir. Une limite, c'est les limites en fréquence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est limité par les composants programmables qu'on utilise dans nos simulateurs, qui s'appellent des FPGA. On est limité par les composants qui existent sur le marché. Et puis, la question m'a été posée encore hier, et la CEM, la compatibilité électromagnétique, eh bien là, c'est assez complexe à réaliser en simulation, parce qu'on est sur des très hautes fréquences avec des phénomènes qui sont assez complexes à modéliser. Ça se calcule, hein, certains le font très bien, mais c'est assez complexe à simuler, parce que justement, on est limité par la vitesse des simulateurs. Donc, la CEM faisant intervenir très souvent des circuits et des fonctionnements en haute fréquence, on parle de gigahertz ou de centaines de mégahertz, la simulation aujourd'hui a du mal, ne peut pas monter à cette fréquence-là dû aux limites de la machine. Mais il ne faut pas oublier quand même que les essais en puissance réelle resteront indispensables. Mais à ce moment-là, ils seront dans un environnement qui a déjà été appréhendé avec des risques normalement identifiés. C'est-à-dire, on se dit, là, il y a des. Par exemple, on va générer un court-circuit en sortie d'un convertisseur et on sait qu'il doit se mettre en sécurité en temps de millisecondes ou plutôt de microsecondes et pour ne pas casser, pour ne pas détériorer, pour ne pas générer de perturbations sur le réseau, etc. Donc tout ça, on va être obligé forcément de le vérifier en puissance et en fonctionnement réel, c'est les essais de certification, mais on aura déjà appréhendé les comportements et on aura déjà appréhendé qu'est-ce qui peut se passer. Maintenant, je vais rentrer dans quelques exemples de simulations divers et variés. Le premier exemple que j'ai pris, donc c'est fourni avec la suite logicielle Typhoonil. C'est un exemple qui a été fait par deux professeurs de l'Université Politecnico di Milano, Polytechnique de Milan, le département d'électronique, d'informatique et de bioénergie. Tout simplement, ils ont modélisé le cœur humain pour arriver à tester et à regarder le fonctionnement d'un certain nombre d'équipements médicaux. Et donc, qu'est-ce qu'ils disent? Tout simplement, le cœur humain, il y a des impulsions électriques à l'intérieur ou qui vont faire que les oreillettes ou les ventricules vont travailler d'une certaine façon. Et il y a un signal électrique qui va se propager, il y a une contraction qui va se produire dans votre cœur et qui va pousser le sang. Et cette impulsion électrique va être envoyée ensuite aux autres cavités cardiaques, les ventricules, et qui, en se contractant, vont pomper le sang, etc. Et c'est un système, on va dire, comme un oscillateur qui fonctionne. Et donc, dans le fonctionnement du cœur humain, donc là, j'ai passé sur le logiciel de simulation, eh bien, pour ceux qui ont fait un peu de maths ou de choses comme ça, tout simplement, voilà le modèle qui va permettre de générer, de modéliser les impulsions cardiaques. Donc ça veut dire qu'ils sont arrivés par la simulation à reproduire qu'est-ce qui se passe dans notre cœur quand il est en fonctionnement normal. Et en combinant un certain nombre de paramètres, ils ont également permis de reproduire des phénomènes comme, donc là je vais le lancer rapidement, ça devrait se lancer assez vite. Alors, c'est pas ce tableau-là. Hop, non. Hop, Earth Model. Voilà. Donc, je vais lancer le cœur humain. Voilà. Donc, vous avez
scope. Tiens, j'ai pas de signe. Ah, si, j'avais plus d'électrocardiogramme, il était plat. C'était mauvais signe pour moi. Et donc, voilà, alors en changeant un certain nombre de paramètres, mais je ne saurais pas vous les expliquer en détail. Par contre, sur la présentation, il y aura un lien sur une note explicative qui a été faite justement par ces professeurs pour expliquer comment euh, ils ont modélisé ça. Voilà, là, je suis passé sur un effort phénoménal, je suis en tachycardie. Euh, et en changeant un certain nombre de paramètres, voilà, ils arrivent à. Et là, sur la simulation, ils nous mettent un bouton reset, d'accord. Mais je ne pense pas que dans notre cœur, il y a un bouton reset. Donc, c'est l'exemple qu'ils ont développé pour leur permettre de regarder, de tester un certain nombre d'équipements médicaux. Et derrière, ils disent pour simuler une fibrillation, alors il faut pousser tel phénomène dans tel sens, tel autre dans tel autre, tel autre dans tel autre, et il va se passer une fibrillation. Ce qui est pas l'idéal, mais voilà, tout simplement, un des aspects de la simulation, ça n'a rien à voir avec un train, un avion ou un convertisseur de puissance, c'est le cœur humain qu'ils ont modélisé. Voilà, là, vous avez des copies et en bas, vous avez le lien pour accéder à la note d'application qui explique comment ils ont construit ce système et comment il fonctionne. Tout ça, c'est libre d'accès. Un deuxième exemple qui est parlant pour beaucoup de gens, c'est le réseau électrique de votre propre maison. Euh, je me rappelle, chez mes parents, c'était un réseau électrique triphasé. C'était il y a une paire d'années quand même. Et toute la difficulté, c'était de faire ce qu'on appelle l'équilibrage des phases. Parce que tous les appareils qu'on avait étaient monophasés, à part le moteur de la scie circulaire pour couper le bois et puis un autre équipement. Et derrière, ça veut dire qu'on n'avait que des charges monophasées qu'il fallait mettre de façon équilibrée sur les trois phases, parce que si on mettait tout sur une seule phase, eh bien régulièrement, et ça c'était entre Noël et le Nouvel An quand toute la famille était là, eh bien on se retrouvait dans le noir. Et donc, Michel va régler l'équilibrage des phases. Et donc, qu'est-ce que fait cet exemple? Il a été créé par mes collègues américains, c'est pour ça qu'on parle d'un réseau 120 volts phase neutre en 60 Hz, mais je ne l'ai pas transposé au 50 Hz, ça n'a pas de sens, ça fonctionne de la même façon. Eh bien, dans cette maison, il y a du photovoltaïque, il y a du stockage sur batterie, et puis il y a ce qu'on appelle les home appliances, c'est toutes les applications. Et donc, dans cet exemple, eh bien, on va retrouver des compteurs, on va retrouver des disjoncteurs, on va retrouver donc notre photovoltaïque, on va retrouver notre batterie, et puis des ensembles de charges qui représentent le four, le chauffage, le réfrigérateur, les prises de courant, le micro-ondes. Et avec toutes ces applications, si je viens ici, tac, voilà. Si je regarde toutes les charges ici, eh bien, j'ai des charges qu'on va dire PE, Power Electronics, c'est-à-dire c'est des équipements électroniques, des convertisseurs, c'est par exemple votre plaque de cuisson à induction, c'est des choses comme ça, où il y a de l'électronique de puissance. Et puis, il en a d'autres qui sont des charges statiques, un radiateur électrique, bain d'huile, un sèche-cheveux, etc. C'est des charges statiques. Et donc, le but de cet exemple, alors je vais vérifier que oui, il est bien configuré comme il faut. Je vais le lancer. Touc. Voilà. Je vais fermer l'autre écran ici. Je vais enlever le cœur humain. Et je vais attendre que celui-ci réponde. Et donc, eh bien, sur quel écran je suis ici? Voilà. Voilà. Et donc, le but du jeu, ici, ça va être de regarder, quand on va mettre en route tous les équipements, euh, les fours, les prises, etc., qu'il y a du soleil, qu'il n'y a pas de soleil, qu'on met les batteries, qu'on ne met pas les batteries, quelle va être la circulation d'énergie? Et le but du jeu, entre guillemets, ça va être, en mettant un maximum de charge ou un maximum d'éléments, de ne jamais faire tomber le disjoncteur principal. Parce que en France, quand on a un système photovoltaïque, il est obligatoirement dépendant de la présence du réseau. C'est-à-dire si votre réseau électrique n'est pas présent,
Si le réseau EDF n'est pas présent, vous ne pouvez pas... Alors, qu'est-ce qu'il me fait là? Ah oui, là, il a pas fini. Si le réseau électrique n'est pas présent, votre système photovoltaïque s'arrête, puisqu'il est ce qu'on appelle grid following, c'est-à-dire qu'il suit le réseau. Si le réseau n'est pas là, votre système s'arrête. Ça, c'est la norme. Il y a des systèmes particuliers pour des installations particulières dans les zones non couvertes par un réseau ou avec des normes différentes qui permettent à ce que votre système photovoltaïque ou autre système sur batterie devienne grid forming, c'est-à-dire qu'il fabrique le réseau. Mais en France, les équipements domestiques que vous utilisez ne sont pas autorisés à fonctionner comme ça. C'est des questions, c'est des discussions au sein de groupes comme Think Smart Grids, avec des gens comme les constructeurs, comme Schneider Electric, avec des organismes comme RTE, comme Enedis, etc., par rapport à la stabilité des réseaux et par rapport à la sécurité sur les réseaux électriques. On avait fait un symposium au mois de juin à Grenoble où il y avait beaucoup de questions, et c'était un mois et demi après le blackout qu'il y a eu en Espagne le 28 avril, où tout le monde se dit qu'est-ce qui s'est réellement passé en détail, dans quelle chronologie de détail à la milliseconde près, pour qu'un pays entier, enfin deux pays entiers, c'est-à-dire l'Espagne et le Portugal, se retrouvent en blackout, que la France déconnecte instantanément sa liaison avec l'Espagne, ce qui a fait que la centrale nucléaire de Golfech, qui est à 30 km de chez moi, a été instantanément déconnectée. Donc, et les gens de RTE, enfin d'EDF qui pilotent la centrale, ont assisté à la déconnexion de la centrale, puisque c'est les protections qui sont rentrées en jeu. Et donc, à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut il faut anticiper, il faut prévoir comment le système peut fonctionner, etc. Voilà, donc là, je retrouve ma petite maison, et voilà, il y a de l'énergie qui fonctionne. J'utilise beaucoup d'énergie ici sur le. Alors, le Cirque 2, c'est lequel? C'est celui-ci. Ah oui, j'ai mon four électrique. Donc, je vais couper mon four électrique. Voilà. Donc, ma consommation diminue. Par contre, bah, le frigo, lui, il va rester en marche. Le micro-ondes, on le met en route. Donc là, je vais consommer. Ici, je vais mettre un chauffage. Je vais mettre ça, je vais mettre ça. Allez, on y va comme des fous. On met en marche tous les systèmes. On est à 15 kilowatts et bah, tout fonctionne. Super, très bien, j'ai du courant. Et puis, derrière, bah, je vais enlever le photovoltaïque. J'ai plus de photovoltaïque. Bah, il n'y a plus de soleil et mes batteries sont déchargées. Donc là, je monte à 22 kilowatts et paf! Qu'est-ce qui s'est passé? Thermal trip, c'est-à-dire que mon disjoncteur principal, il n'a pas vu une surintensité, mais il a vu un échauffement. C'est-à-dire que dans votre disjoncteur de maison, il y a deux aspects, magnétique, thermique. Le magnétique, c'est pour réagir sur un court-circuit, une très forte surintensité où ça va ouvrir instantanément. Et le thermique, c'est qu'au bout d'un moment, euh, il chauffe quand même un petit peu et il va couper et ouvrir le circuit. Donc là, vous voyez, j'ai tout perdu parce que mon système est tombé. Donc, même si je redémarre, il faut que je mette... Alors, comment je le reset, mon truc? Ah, zut, j'ai désactivé le bouton. Voilà, overcourant. Là, je suis parti en surintensité, donc je ne peux plus mettre mes circuits en marche. Je coupe, voilà, et je vais essayer de redémarrer. Voilà, mon système est reparti. Mais maintenant, il faut que j'analyse, en ayant mis en service tous mes consommateurs, en détail, quel a été le courant ici, quel a été le courant là. Et là, je peux voir que ce qui est intéressant, c'est que je ne consomme plus rien, j'ai tout débranché chez moi. Et là, on voit que l'énergie, elle est partie dans l'autre sens. C'est-à-dire que l'énergie, elle sort de mes photovoltaïques, elle sort de mes batteries, et j'injecte sur le réseau. Donc, ça permet, cet exemple-là permet de simuler le comportement de votre réseau électrique domestique, puisqu'on reste sur des puissances raisonnables, en jouant sur l'ensemble des phénomènes, des paramètres qui pourraient intervenir sur votre maison. Donc ça, c'est le deuxième exemple très connu et qui permet d'anticiper. Donc là, on l'a fait à l'échelle de kilowatts, mais on peut faire ça au niveau d'un réseau électrique avec des systèmes sur batterie conséquents, avec des convertisseurs de puissance, avec un réseau. Et là, on va parler en kilowatts ou en centaines de kilowatts. Et donc, ça va nous permettre
d'anticiper ce fonctionnement pour voir dans certains cas comment notre système va fonctionner. Donc la simulation va nous permettre, en toute sécurité, de simuler le comportement d'une installation électrique, la domestique par exemple, puisqu'aujourd'hui on commence à parler de réseau continu entre les maisons, parce qu'aujourd'hui vous avez du photovoltaïque. Systématiquement, vous allez convertir ça en réseau alternatif pour le partager sur le réseau et revenir peut-être à du continu sur des batteries plus loin. Et donc, il y a des changements de régime, on va dire, de continu à alternatif, d'alternatif à continu. À chaque fois, on a des pertes qui sont de quelques pourcents, mais quand on additionne tous ces quelques pourcents, on se rend compte qu'on a des mégawatts qui disparaissent en chaleur ou en perdition. Un autre exemple, ça, j'avais fait cette présentation à l'Institut catholique des arts et métiers à Toulouse l'année dernière. On parlait énergie renouvelable. Je leur ai dit, ben, on va regarder si avec une ferme éolienne où on a 3 éoliennes, on a un stockage sur batterie. Ici, au milieu, on a un stockage sur batterie, on a nos 3 éoliennes, on a des charges, on a un transformateur et on a le réseau électrique derrière. Eh bien, on va regarder. Et puis, on a ajouté un compteur en mettant un prix au kilowattheure, et en fonction du sens du courant, bah, soit c'est le réseau qui nous en envoie, soit c'est nous qui en envoyons, ben, on va gagner ou perdre de l'argent. Et dans cet exemple, j'avais mis un vent pas très fort, et ben, globalement, on perdait de l'argent. Donc, c'était assez paradoxal. Alors, je vais le lancer aussi. Je vais prendre le WinFarm. Voilà. Hop. On lance la compilation. C'est relativement rapide. Celui-là, non, je ne vais pas le sauver, puisque de toute façon, j'ai simplement bougé des paramètres. Voilà, donc, allez, et bien, voilà. Donc, ça simule également des grandes longueurs de câbles, de lignes électriques de plusieurs kilomètres, des champs, des protections, et un système de supervision qui va nous permettre, sur une ferme éolienne, dans cet exemple, de simuler euh, le gain, tout simplement, qu'on peut avoir. Aujourd'hui, en France et en Europe, toutes les lignes haute tension que vous voyez dans la nature, la plupart, on va dire, c'est du 225 kV ou du 400 kV maximum. Pourquoi? Parce qu'on a un réseau qui est extrêmement maillé, c'est-à-dire que vous avez des boucles, ce qui fait que si jamais il y a un défaut sur une ligne à un endroit, des disjoncteurs automatiquement s'ouvrent et se ferment pour passer par un autre chemin. Ce qui fait qu'on n'a pas des distances phénoménales qui ne nécessitent pas donc de monter à des mégavolts ou des choses comme ça, qui présentent d'ailleurs d'autres difficultés. Et on voit apparaître, c'est notamment le cas en Allemagne, c'est le cas aux Pays-Bas également, des grands réseaux continus où on va piloter des mégawatts sur un réseau continu. Vous allez me dire, mais pourquoi passer sur un réseau continu alors que le réseau alternatif, on met un transformateur, pop, pop, on change de tension, ça marche tout seul, etc. Eh bien, pour un phénomène très simple en électricité, qui est que votre ligne électrique, elle a une résistance en ohms par kilomètre et elle a une inductance. Elle se comporte comme une bobine quelque part, donc avec des micro-henries ou des millihenries par kilomètre. Et ces phénomènes de millihenries ou de micro-henries vont générer donc un deuxième type de perte et vont faire que entre une sous-station ici et la suivante qui est à 150 km, eh bien, l'inductance va générer un déphasage dans le courant, ce qui fait que on va avoir des interconnexions qui vont être complexes à réaliser. L'exemple pour ça, si vous prenez le TGV et que vous branchez le chargeur de votre PC, et sur la prise de courant, souvent vous avez un petit voyant bleu, et vous allez voir régulièrement, c'est très fréquent on le voit ça sur la Lyon-Montpellier, moi je l'ai fait pendant quelques années, et de temps en temps, ben, ça s'éteint, ça se rallume, ça s'éteint, ça se rallume. Eh bien, tout simplement parce que la caténaire au-dessus est à 25 kV en alternative, 50 Hz, et il y a des sous-stations qui alimentent ici, puis là, et elles ne sont pas reliées parce que compte tenu du courant et compte tenu de la structure de la ligne, euh, les courants ne sont plus en phase
entre les deux zones, entre les deux sous-stations. Et si jamais le train passait directement avec son pantographe de l'une à l'autre, on aurait un arc électrique phénoménal qui est dû justement à ce déphasage entre les tensions et les courants, et ça aurait des gaps phénoménaux. Et donc le TGV à 300 km/h, automatiquement, au moment de changer de section, ses pantographes se baissent et il va détecter c'est des plaques qui sont au milieu des voies qui envoient cette information et puis qui vont remonter. Donc régulièrement, il baisse les pantographes, il remonte. Ce qui fait que quand il baisse les pantographes, les convertisseurs auxiliaires qui fabriquent le 230 volts que vous utilisez pour charger votre PC, ils sont coupés. Et puis quand les pantographes remontent, quand c'est stabilisé, ils se remettent en marche. Donc vous pourrez constater sur un trajet en TGV que ah tiens, mon chargeur de PC, il se charge, il s'allume, il s'éteint. C'était juste pour l'anecdote, le temps que je meublais, le temps que la simulation démarre. Donc ici, voilà, je mets en marche ma simulation et là, je commence à perdre de l'argent. Pourquoi? Parce que ben, j'ai pas beaucoup de vent, donc on peut voir que la génération, la production n'est pas phénoménale. En même temps, je charge ma batterie. Donc là, c'est là, je perds un peu moins. Vous voyez, je baisse 171, mais là, le banc commence à baisser et bon, je me remets à perdre des centimes ou des centimes d'euros. Et puis le vent va remonter, hop, je regagne un peu. Ah, là, mon bilan commence à être plutôt bon, mais j'ai pas mis beaucoup de consommation. Là, je vais peut-être réussir à passer 12, 11, 10, 13. Non, je redescends et normalement, au troisième passage, j'arrive à monter en vert, mais c'est pas garanti. À gagner quelques centimes. Voilà. Non, je suis descendu à 380, 400. Non, il y a beau y avoir du vent, j'arrive pas à compenser. Et puis là, tout simplement, ben, j'avais pas beaucoup de charges de raccorder. Et là, maintenant, je raccorde des charges. Et là, je pompe beaucoup plus d'énergie sur le réseau que je n'en produis. Donc, ça veut dire que mon système, il n'est pas, comment, il est peut-être mal dimensionné en termes de production par rapport à la consommation que j'ai. Et puis le vent, bah, c'est pas moi qui le maîtrise. Donc, alors j'ai mis un fichier volontairement avec un vent qui est pas très fort. Euh, et puis, dans cette simulation, on va simuler au moment où on va faire un défaut sur le réseau. Voilà, là, on est déconnecté du réseau. Donc, il y a eu un pas de synchronisation qui s'est fait ici. Et là, maintenant, on peut voir que, en fonction des charges, ben, je vais décharger la batterie ici, parce que les productions en kilowatts que j'ai sur mes trois turbines, c'est à peu près 500, 600 kilowatts, mais c'est insuffisant par rapport à l'énergie dont j'ai besoin, qui est par mes consommateurs. Donc, ça veut dire que c'est la batterie qui vient compenser. Et là, je vais couper mes charges et on va se rendre compte que la batterie se décharge un peu moins. La production d'énergie, elle, elle est toujours indépendante du vent, donc je ne vais pas pouvoir faire grand-chose. Et au global, bon, je perds plus d'argent puisque c'est ma propre énergie que je consomme, mais pendant combien de temps? Pendant le temps que mes batteries sont capables de m'alimenter. Et donc, ça veut dire que avec ça, on peut faire sur des échelles de temps très longues des simulations en fonction du vent, en fonction de phénomènes, pour dire, bon, qu'est-ce qu'on va gagner ou pas? Ah, tiens, là, je produis beaucoup d'énergie, je me suis mis à recharger un petit peu mes batteries. Mais ça n'a pas duré longtemps, puisque là, le vent tombe, etc. Et là, je reconnecte le réseau, et donc on repart sur un fonctionnement différent, où là, je continue à perdre de l'argent, puisque je consomme l'énergie du réseau. Donc ça veut dire que là, bon, j'ai mis 3 éoliennes, parce que je ne voulais pas faire un modèle non plus phénoménal, mais on pourrait mettre des éoliennes, des groupes électrogènes, on pourrait mettre toutes sortes de choses, et regarder comment globalement notre micro-réseau, notre micro-grid, comme on dit aussi, il est économiquement viable ou non. Et ça, c'est des calculs qui sont assez complexes, mais ça permet d'avoir une appréhension. Et donc, le but de l'expérience et de la démo que j'avais fait donc, à l'ICAM à Toulouse, c'était de dire,
au départ. Est-ce que vous pensez qu'on va gagner de l'argent? Ouais, ben attendez, on a 300 kilowatts d'installés de chaque côté, on en consomme au maximum 600, donc on va forcément réinjecter sur le réseau, la batterie va nous secourir, etc. Et puis, quand j'ai fait tourner la démo, ils m'ont dit, mais il y a un truc là. Ben, je dis, oui, c'est le vent. Et vous dépendez du vent comme vous dépendez du soleil. Donc, c'est pour ça on a eu des discussions très intéressantes sur le fait d'avoir des mix énergétiques qui permettent d'utiliser cette énergie qui est quelque part, l'énergie est gratuite, mais l'installation n'est pas gratuite, il y a un investissement. Et donc, c'était le but de l'exercice qu'on avait fait avec l'Institut catholique des arts et métiers. Voilà, donc là, vous avez les images. Celle-ci, je vais passer très rapidement dessus sans la faire fonctionner. C'est un convertisseur électronique comme il y a dans les avions, par exemple, où vous avez un réseau électrique d'avion sur un A350 ou un A380. euh, c'est des réseaux à fréquence variable entre 300 et 800 Hertz qui dépendent de la vitesse des moteurs. 800 Hertz, ça veut dire 48 000 tours minute. Alors, c'est quand même quelque chose d'assez conséquent. Et de l'autre côté, ben, on va fabriquer du 50 Hertz pour alimenter des équipements de bord ou des fours ou des prises ou des convertisseurs USB pour votre siège, etc. Et donc, l'intérêt de la simulation à ce niveau-là, donc on va retrouver un système avec ce qu'on va appeler un redresseur qui va nous faire un courant continu au milieu, et puis un inverteur, donc un onduleur qui va nous refaire un courant alternatif à fréquence fixe, à tension fixe. Eh bien, l'intérêt de cette simulation, donc là, c'est l'écran de fonctionnement de la simulation où on peut voir les tensions, les courants, les puissances à différents endroits du réseau. Et l'intérêt va être, par exemple, de regarder qu'est-ce qui se passe au démarrage quand on fait on du système. Alors, ce modèle a volontairement été fait non protégé, non optimisé. Tous les gens qui sont dans cette présentation et qui connaissent un peu l'électronique de puissance vont constater que il y a quand même des choses pas normales, notamment ici les dernières courbes. La tension sur le condensateur, sur le bus continu, qui théoriquement est à 800 volts, monte à presque 2000. Ça veut dire que le composant va subir un stress qui peut se traduire très vite par une explosion ou par une destruction. Et puis, les courants électriques qui sont de l'ordre de, ici, on va dire 50-60 ampères, descendent à plus de 200 ampères. Ça veut dire ici que déjà, vous ne respectez pas les normes aéronautiques, parce que vous avez ce qu'on appelle des courants d'appel qui sont trop forts, ce qui fait que tous les dispositifs de protection amont, ils vont disjoncter. Ça, branché sur votre installation domestique, vous êtes sûr que le disjoncteur, alors soit le disjoncteur EDF, soit les disjoncteurs de votre tableau, ils ouvrent instantanément parce que ce phénomène se produit pendant, vous voyez, à peu près 10 millisecondes. Et 10 millisecondes, c'est suffisant sur un certain nombre de dispositifs, pour entraîner une disjonction automatique. Donc l'intérêt de la simulation en temps réel à ce moment-là va être d'anticiper, de voir qu'est-ce qui va se passer dans les 15 premières millisecondes où vous allez démarrer votre équipement et de dire, bien, ma régulation, elle n'est pas bonne, parce que là, j'entraîne un stress sur les composants et je vais avoir des surcourants qui fait que mon système peut ne pas démarrer parce il va faire tomber le réseau qui est devant. Donc ça veut dire que derrière, les concepteurs vont retravailler sur ce qu'on appelle un soft start, c'est-à-dire un démarrage en douceur, pour ne plus avoir cette pointe ici, mais monter progressivement, pour ne plus avoir ces courants d'appel. Donc ça veut dire peut-être qu'on va démarrer la première partie qui est le redresseur, et en différé, on va démarrer le convertisseur qui refournit l'énergie derrière. Il y a des méthodes, hein, et les experts en électronique de puissance savent comment procéder pour justement avoir un démarrage en douceur et euh, qui rentre dans un certain nombre de gabarits qui sont normatifs. Et de la même façon, on peut générer sur cet exemple un court-circuit en sortie entre deux phases, parce que il y a un court-circuit, ça arrive. Eh bien, il faut que votre système il soit résilient. Imaginez chez vous, vous avez un onduleur pour mettre votre PC. Si un jour il y a un court-circuit sur la ligne et que votre onduleur il part en fumée, vous allez dire pas solide. Eh bien, il y a des protections qui doivent être intégrées, ce qu'on appelle des protections rapides, qui vont instantanément vous mettre votre système en sécurité. Voilà pour cet exemple. D'autres exemples, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça, c'est
un exemple de simulation de train à propulsion hybride où on va avoir un moteur diesel, on va avoir une batterie, on va avoir la caténaire, et puis les moteurs qui derrière, les moteurs de traction. Et donc, en fonction des besoins en énergie, on va fonctionner caténaire. Quand il n'y a pas de caténaire, ça peut être soit les batteries, soit le groupe électrogène en fonction des besoins en énergie. Et donc, cette simulation va permettre de dimensionner les stockages que vous allez mettre, par exemple, dans les batteries, ou de définir à partir du stockage que vous avez prévu l'autonomie que vous pouvez avoir. Et vous allez pouvoir faire des scénarios été-hiver. Parce que l'hiver, vous allez mettre du chauffage, l'été, vous allez avoir la clim. Et donc, toute cette notion d'équilibrage d'énergie, et vous allez vous dire, le but, c'est quand même que si on peut se passer du groupe électrogène diesel, on va s'en passer. Oui, combien de temps et comment? Donc la simulation va vous permettre de faire une appréhension, une étude sur le dimensionnement de vos équipements. On aurait pu remplacer le groupe électrogène par une fuel cell, une cellule à hydrogène, pareil, ou, et donc dimensionner ainsi l'ensemble de nos équipements. Donc là, c'est le tableau de bord pour piloter ce modèle. Donc il y a énormément de choses qu'on peut faire bouger, comme la vitesse du train, le nombre de wagons, donc l'énergie, la force, la puissance nécessaire pour tirer le train, toutes les protections, lignes, diesel, auxiliaires, etc., qui vont rentrer en ligne de compte, le niveau des batteries, ce qu'on appelle le SOC, le state of charge, c'est-à-dire la charge de la batterie, est-ce qu'elle est à 20%, 50%, 100%? Démarrer des charges auxiliaires. Donc là, vous allez pouvoir vraiment faire de façon manuelle des scénarios de test pour voir qu'est-ce que donne comment fonctionne réellement votre système avant même que le train soit construit, qui vont vous permettre de mettre au point vos algorithmes de gestion de l'énergie sur votre système. Là, c'est un navire à propulsion électrique où vous avez des groupes électrogènes, vous avez toute une distribution d'énergie. Et comme je vous disais, vous voyez des boucles ici. On peut passer pour alimenter par là, par là, par là, pour aller de l'autre côté. On peut boucler au milieu. Enfin, donc, c'est exactement comme un réseau électrique euh, terrestre, on va dire, sauf que c'est celui sur un navire, et qui va vous permettre d'envisager en fonction de la propulsion que vous mettez en marche, en fonction des charges, etc., comment vous allez mettre au point ce PMS, ce Power Management System, c'est-à-dire l'automate principal qui gère l'énergie sur votre navire. Et donc, ça va vous permettre aussi de dire, si j'ai un besoin d'énergie sur ça et ça, je coupe automatiquement ça, ou je maintiens ça, etc. Donc, de valider les scénarios sans être sur le navire. Encore la simulation. Donc voilà, là, on a tous les tableaux, les groupes électrogènes qui se mettent en route, qui ne se mettent pas en route en fonction du besoin. Et le dernier, c'est la simulation complète d'un navire à propulsion électrique avec les nouveaux systèmes de transmission Azipod de ABB Marine, les propulseurs d'étrave, les différents auxiliaires. Et puis donc, c'est tout un système qui vient gérer l'ensemble du navire. Pour aller plus loin, donc, parce que je vois que l'heure avance, il est 53, une notion qu'a introduite iPhone dans la simulation, c'est de dire, c'est l'exemple du projet qu'on a livré à l'Université d'Aix-Marseille et qui est également utilisé par l'École nationale supérieure maritime de Marseille, qui forme les capitaines de navires. C'est leur projet de navire propre. C'est-à-dire que il y a un groupe électrogène, il y a des batteries, il y a un réseau, eh bien, dans le modèle de simulation, on va introduire directement le contrôleur réel du groupe électrogène, le contrôleur réel des protections, ce qui fait qu'on va mettre au point, dans le même, un peu comme précédemment, tous ces power management systems, toute cette gestion d'énergie, mais en utilisant les outils physiques qui seront plus tard installés sur le navire et qui eux-mêmes possèdent leur propre logiciel embarqué. Et donc, ça va permettre une validation plus proche de ce qui va se passer après dans l'équipement réel. Un petit slide que j'ai ajouté rapidement avec un lien sur ce qu'on appelle de la co-simulation. C'est-à-dire qu'un simulateur, ça peut travailler avec un autre simulateur. Un Typhoon peut travailler avec un Opal RT, un RTDS ou un Plex.
ou Indispace. On le fait au LAS à Toulouse. Tout simplement parce on va définir un canal par lequel les deux systèmes communiquent. Soit une liaison analogique, des tensions, des tensions variables, soit une liaison numérique, un protocole de communication quelconque. On a fait ça sur de la simulation automobile avec un bus CAN, par exemple avec le logiciel CarMaker de chez IPG, où on promenait sa voiture sur un itinéraire, montée, descente, freinage, accélération, et nous, on récupérait la vitesse instantanée, l'accélération ou la décélération, et on calculait l'impact sur la charge de la batterie. Et au bout du trajet, on était capable de dire, on a dépensé tant de kilowatts, on en a récupéré tant de kilowatts lors du freinage, et donc voilà, au global, l'autonomie de la batterie sur ce trajet, puisqu'il y a des trajets qu'on appelle WLTP ou WTLP, je me mélange toujours, qui sont des standards normatifs sur pour définir l'autonomie d'un véhicule. Pardon. Ensuite, un petit slide pour ceux que ça intéresse sur voilà, comment est construit un simulateur. Eh bien, au milieu, il y a ce qu'on appelle un FPGA, donc un Field Programmable Grid Array, qui est un ensemble de cellules de calcul. Et à côté, il y a un certain nombre de processeurs. Le FPGA va gérer toute la partie électrique, la partie temps réel rapide, et les processeurs vont nous aider sur tout ce qui est système de communication pour communiquer à l'extérieur, etc., avec des protocoles de communication industriels comme Modbus, CAN, IEC, Ethercat, etc. Il y en a une liste assez phénoménale. Et la dernière chose que je veux vous montrer qui est importante, voilà. Taifunil, avec l'aide d'universités à travers le monde, l'Université fédérale de Santa Maria au Brésil, une université à Chicago, dans l'Illinois, la faculté des sciences et techniques de Novi Sad en Serbie, ont créé un ensemble de cours gratuits. Vous allez sur le lien HIL Academy, vous vous enregistrez, et puis vous allez pouvoir suivre des cours qui vont vous expliquer, par exemple, si je prends DC-DC converteur, ça va vous expliquer comment est fait un convertisseur continu, ça va vous expliquer en détail les modèles classiques, buck, boost, etc., et vous décrire comment c'est fait et comment en simulation on peut valider ces genres de choses. Donc, il y en a sur les semi-conducteurs, comment marche un semi-conducteur, comment ça fonctionne. On en a sur les, les grilles tout ce qui est contrôle des micro-réseaux, sur les protections des micro-réseaux, sur l'électronique de puissance, sur l'automatisation, etc. Donc, c'est des cours qui sont gratuits. Vous vous inscrivez en ligne et puis ça va vous inviter à télécharger la suite logicielle Typhoon. C'est gratuit aussi. Ça va vous donner un numéro de licence. Donc, vous pourrez utiliser le logiciel Typhoon en mode virtuel et suivre ces modules de formation à votre rythme. C'est-à-dire, vous arrêtez, et puis 2 jours après, vous voulez retravailler 1 heure, vous y mettez 1 heure. Et à la fin de chaque cours, il y a un quiz et vous avez un petit diplôme qui vous est décerné. Et il y a des parcours plus forts qui comportent 4 ou 5 cours sur lesquels, après, vous avez une certification comme quoi vous avez suivi l'ensemble des cours de simulation. Voilà, je vous remercie de votre attention et si vous avez quelques questions, on peut répondre. Michel, très intéressant. Merci beaucoup. Très instructif. Effectivement, s'il y a des questions, c'est maintenant. N'hésitez pas. Merci beaucoup. Pas de questions de mon côté. Ça donne des éléments pour pouvoir réfléchir à des utilisations dans le futur, donc c'est intéressant, très intéressant. Je crois que ce que j'ai remarqué, moi, en France, c'est que la simulation temps réel, la simulation, c'est quelque chose d'obligatoire en automobile, d'obligatoire en aéronautique. On ne conçoit pas un moteur d'avion sans faire de la simulation. Par contre, dans l'industrie ou dans les réseaux, ces choses-là, c'est encore très peu connu. Et souvent, les gens font de la simulation au moment du design, au moment de la conception, mais ils n'utilisent plus de simulateurs pour valider ce qu'ils ont créé.
Et c'est là que c'est dommage, parce que derrière, et où j'ai travaillé dans des entreprises précédentes, c'est pareil, il y avait un peu de simulation qui était faite pour valider les calculs. Et puis au moment où on arrivait au fonctionnement normal, eh bien, on mettait le produit sur la table, on mettait des fils de partout, et puis on y allait tout doucement pour valider morceau par morceau. Et donc, quand il fallait tester, faire des fautes, des courts-circuits, des choses comme ça, là, on n'était pas rassuré. Oui, monsieur Perrault. Non, vas-y, Gisèle. Bonjour, vous m'entendez? Oui, Moi, j'avais une question par rapport aux protections. oui. Vous en avez parlé vaguement, mais quel type de protection exactement c'est? Par exemple, est-ce qu'il y a des protections optimales pour éviter que le test endommage le matériel qui est connecté au simulateur? Si vous avez des exemples. Alors, au niveau d'un simulateur, donc un simulateur, ça sort des signaux de bas niveau, hein, plus ou moins 10 volts, plus 0,5 volts pour le signal numérique, plus ou moins 10 volts sur le signal analogique. Donc, euh, les protections, bah, d'une part, ça va être que les signaux, les sorties analogiques ou numériques bah, sont protégées en courant, c'est-à-dire qu'elles ont un courant max qu'elles vont pouvoir délivrer, mais on reste sur des faibles signaux. Mais Ok. de fait, si dans votre modèle, vous n'intégrez pas des limites, vous pouvez avoir des défauts. Vous pouvez abîmer votre matériel si, par exemple, bah, dans votre logiciel, ça fait un mauvais calcul et ça vous ramène, au lieu de vous sortir l'image d'un courant à 3 volts, eh bien, ça vous émet 10 volts. Et si votre entrée sur votre produit, elle est euh, limitée à 3 volts parce que le composant que vous avez utilisé est limité à 3 volts, si vous envoyez 10 volts, vous pouvez le détruire. Eh bien, donc, dans les signaux analogiques qu'on va générer par un simulateur, on peut introduire des limites. C'est-à-dire de dire, bah, ce signal, maximum 3 volts. Donc, ça veut dire que même si le système, le calcul disait qu'il faudrait monter à 10, ça va s'arrêter à 3 volts. Donc, on peut Ok. limiter les tensions sur un certain nombre de signaux. Mais, comme partout, il faut prévoir, il faut envisager les protections ou les précautions à prendre pour quand on raccorde. D'accord, merci beaucoup. De rien. Bien, s'il n'y a pas plus de questions, merci beaucoup, Michel, pour cette. Ah, si, il y a une question. Oui. Oui. Oui, j'ai une question, c'est par rapport à vos simulateurs. Vous avez parlé, on va dire, vaguement, on va dire, de la partie FPGA. Donc, vous êtes limité, on va dire, au niveau de vos fréquences par la puce FPGA. Donc, aujourd'hui, quels sont les FPGA que vous utilisez au niveau de vos simulateurs? Quelle est la Alors, fréquence maximale? on a euh, on utilise des FPGA Xilinx Ultrascale 5, je sais plus, qui sont à 2800 MHz. Et aujourd'hui, on est capable de faire des parts de simulation, c'est-à-dire des boucles de calcul toutes les 200 nanosecondes, donc 200 milliardièmes. Et l'acquisition des signaux numériques qu'on fait sur nos entrées numériques est toutes les 3,5 nanosecondes. Ce qui veut dire qu'on est capable de faire de la simulation temps réel haute fidélité, c'est-à-dire avec une très bonne précision, jusqu'à des fréquences de découpage de 400 kHz environ. Ce qui est déjà très élevé. On est, je pense, parmi les seuls du marché à faire ça, à avoir des systèmes aussi rapides. Et la limite, aujourd'hui, des essais ont été faits à 500 kHz chez des partenaires en Espagne. Mais quelqu'un qui aura un système à 1 MHz, on pourrait l'utiliser, mais on a le principe, c'est quand vous avez un signal périodique, vous allez l'échantillonner pour avoir un nombre minimum d'échantillons par période du signal. Et nous, la règle qu'on s'est donnée de base, c'est d'être 1000 échantillons par période, si on veut être précis. Mais on pourrait n'en avoir que 200. Mais à ce moment-là, vous imaginez une sinusoïde, vous avez un point de façon assez irrégulière, et donc vous perdez en précision et en fidélité. Mais on est à des très hautes vitesses. D'accord, merci. Merci. Il y a d'autres questions?
bien, nous allons mettre un terme à cette très intéressante. Merci beaucoup, Michel. Mais de Merci rien. à tous pour Merci beaucoup. être connectés. Vous retrouverez évidemment l'intégralité du webinaire, donc de ce webinaire, de cette formation sur notre site internet. On vous enverra le lien avec la présentation qu'a faite Michel, bien évidemment aussi. Merci à tous. Bon Merci. appétit. Merci, Bonne Michel. semaine à tout le Super. monde. Merci. Merci. Et Au bonne revoir. journée. Merci. Au Merci, revoir. bonne journée. Au revoir. Au revoir.